Dès que ça dépasse un certain nombre d'engins, nous on va être là pour chapeauter l'intervention et diriger en fait les secours. On part sur l'accident de la circulation, 2 roues avec apparemment un blessé grave. Là, tu avais un inconscient avec fracture ouverte tibia péroné gauche. La victime numéro 1 sera placée en urgence absolue. La victime est un masculin à 16 ans qui est dans l'eau. Nous avons visuel de la personne dans l'eau. Non. Attends, je peux pas faire ça. Attends. Là, c'est un peu partager avec eux le cœur du métier. On est plutôt habitué à traiter des incendies ou du secours à personne, du secours routier, mais ça... Bonsoir à tous et bienvenue dans Appel d'urgence. Ce soir, je vous emmène au cœur d'une unité d'élite, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Contrairement à la plupart des autres pompiers, eux sont des militaires. 2400 soldats du feu soumis à un entraînement très rigoureux. Il faut dire qu'ils assurent la sécurité d'une des villes les plus animées de France, Marseille et ses 860 000 habitants. Nous les avons suivis pendant plusieurs mois et vous verrez qu'ils ont notamment dû faire face à des accidents à répétition, principalement des scooters et des trottinettes. D'ailleurs, l'an dernier à Marseille, le taux de mortalité des conducteurs de 2 roues a augmenté de 30%. Ici, les marins-pompiers sont régulièrement confrontés à des urgences vitales, comme avec ces victimes d'agressions en plein centre-ville, ou lorsqu'il faut secourir des touristes en perdition dans les célèbres calanques. Et chaque fois, il n'y a pas une minute à perdre. Résultat, 350 interventions par jour, soit un départ toutes les 4 minutes et toutes au milieu d'une des villes les plus embouteillées de France. Alors accrochez-vous bien, Marseille, pompiers d'élite au pied des calanques, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Son vieux port et son soleil légendaire. Voilà pourquoi ici, le moyen de transport idéal, c'est le 2 roues. Idéal, mais dangereux. L'an dernier, scooters et motos ont fait 45 morts dans le département, 32% de plus que l'année précédente. En première ligne, face à ces accidents souvent très graves, les marins-pompiers de Marseille. Ce jour-là, à la caserne d'Andoum, Hugo, médecin urgentiste de 39 ans, va encore une fois en faire l'expérience. Masculin de 19 ans, AVP 2 roues VL, douleur genou, douleur plus. Un scooter vient de percuter une voiture. Le conducteur du 2 roues semble grièvement touché au genou. Et Hugo le sait, dans ce genre de collision, les blessures sont souvent très graves. Ça sera la deuxième. Dans la première, la seule qui fait 50 mètres à peu près. Des collègues d'Hugo sont déjà sur place. La victime, un jeune homme de 19 ans, est étendu au sol et il se tord de douleur. Donc on est sur un masculin de 19 ans, conducteur du 2 roues, ici, qui a eu un accident avec ce véhicule-là. Sur son scooter, le jeune homme a percuté l'aile de cette voiture, qui arrivait en face de lui. L'image fait froid dans le dos, sa jambe semble sortie de son axe et il se plaint d'une forte douleur au genou. Votre jambe, vous arrivez à bouger les orteils ou pas? Non, pas l'autre. Monsieur, dites-moi, si vous avez mal au niveau du genou ou ici en haut du tibia? Vraiment au genou? Pas ici au tibia? C'est où exactement? Au niveau de la colonne vertébrale? Oui, la colonne, hein. C'est vraiment la colonne vertébrale. Pour Hugo, le premier bilan est inquiétant. Les douleurs au dos lui font craindre une paralysie. Il faut dire que le choc a été très violent, d'après le conducteur de la voiture. J'ai fait un homme à appeler en point. Il sort avec le virage ici. Lui, il vient comme ça, en vitesse. Lorsqu'il me regarde, il fait comme ça. Heureusement, moi, j'ai un peu... Il est arrivé de face? Oui, en face.
Tu as tapé fort? Oui, parce qu'il glisse. Il vient directement avec la scooter. Avec son scooter. Vous allez faire Bien sûr, hein. Priorité pour Hugo, soulager la douleur du jeune homme. Vous allez prendre ça, d'accord? C'est un gaz qui va vous anesthésier, qui va vous endormir la douleur. D'accord? Attendez les gars, qu'est-ce que vous m'avez donné là? On t'a donné un gaz. Mais parce que vous m'avez donné un gaz qui me fait bugger là. Bah ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal là, je suis en train de... Bah si, bien justement. Bien et plus de douleur, donc c'est bien. Ensuite, dans ce genre de cas, les urgentistes tentent de remettre le membre dans son axe pour rétablir la circulation sanguine. Je prends le relais et on prépare la telle. Hugo commence à manipuler sa jambe, mais l'opération est plus compliquée que prévu. Alors il est complètement anesthésié, il a pas mal, mais en revanche, il est pas assez détendu là. J'arrive pas à le remettre en position. Il est luxé le genou et le but du jeu, ça serait de le mettre dans une attelle bien, mais je voudrais qu'il se détende complètement. Les muscles du jeune homme sont trop contractés. Hugo ne parvient pas à replacer sa jambe dans son alignement. Est-ce que éventuellement tu me tiens ma cuisse? On va essayer de le faire en force. Allez. Après plusieurs tentatives, le médecin renonce. La priorité est d'hospitaliser la victime au plus vite. Vas-y, feu. Les marins-pompiers immobilisent sa jambe dans une attelle et l'évacuent sur cette civière. Ok, c'est bon. Mais quelques minutes plus tard, l'anesthésie ne fait plus effet et le jeune homme se réveille. Alors là, il est immobilisé, monsieur, donc on ne le bougera plus et on va à l'hôpital. Serre la main si ça peut te soulager. Ça va bien se passer. T'es pas le premier à qui ça arrive, hein. Tu seras pas le dernier. Seul un scanner permettra maintenant de connaître les conséquences de cet accident de scooter. Et Hugo est inquiet. Ça reste un accident de roue avec potentiellement des lésions graves, surtout l'ensemble de la colonne vertébrale, et qui peut malheureusement s'aggraver par la suite si jamais c'est une lésion instable et entraîner des complications neurologiques type paraplégie ou tétraplégie. Une fois à l'hôpital, il confie la victime au service des urgences. Sur le membre inférieur gauche, il a donc une déformation qui arrive au niveau du genou, en dessous du genou. L'examen est finalement rassurant. Une luxation de la hanche, mais la colonne vertébrale n'est pas touchée. Encore une fois, à Marseille, un deux roues a bien failli causer un drame. Ils sont à la fois marins, pompiers et militaires. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille fête ses 80 ans. Les pompiers, c'est tout pour elles. C'est une passion pour mon fils, donc très heureux d'être là aujourd'hui. 17 casernes, 2400 hommes qui veillent sur 1 million d'habitants. En moyenne, ils assurent 350 interventions par jour, une toutes les 4 minutes. Bagarre, agression. Monsieur, si vous êtes arrivé, vous êtes fait agresser? Espèce de putain! Ah, c'est bon, c'est bon. Putain, m'a niqué ma mère. Ou opération de grande ampleur, comme cette recherche d'un disparu avec bateau, maître chien et renfort aérien. Il y a l'hélico qui arrive dans 15 minutes. Chaque jour, ils luttent contre un terrible fléau, les accidents de la route. Un masculin, 42 ans, qui était inconscient, avec fracture ouverte tibia péroné gauche. Piéton grièvement blessé ou victime incarcérée. Madame, ça va? La voiture a fait un tonneau, donc de suite on passe au pire. Des spécialistes des interventions périlleuses, comme Alex, 32 ans, en équilibre au-dessus du vide pour récupérer une antenne qui menace les passants. Je vais essayer de me l'envoyer. À force de bouger, elle risquait de tomber. Vous suivrez aussi Julien, 41 ans, face à une intervention sous haute tension. On part pour personne retranchée chez elle qui apparemment jette tout par la fenêtre. Un forcené imprévisible, délogé par le raid. Après avoir éteint les lampadaires au flashball, les policiers d'élite donneront l'assaut. À 43 ans, Grégory, lui, est patron de vedette. Toute l'année, il multiplie les secours en mer. Ça là, ça vous fait mal ou pas? Son cauchemar, les calanques, des lieux difficiles d'accès où les accidents s'enchaînent.
Non, non, non. Voilà, tu tiens comme ça. Pour ce jeune homme, les vacances se terminent mal. Il y a quelqu'un en bas, je ne l'ai pas vu. Il est à ma fenêtre. Je sais pas ce qu'il va. Des héros du quotidien qui veillent sur la deuxième ville du pays depuis 80 ans. Ça va madame? Le doc il va vous examiner. En première ligne, face à une population en détresse, les marins-pompiers de Marseille doivent être prêts à affronter toutes sortes de situations, y compris les plus extrêmes. Voilà pourquoi, comme ce matin-là, à la caserne Saint-Pierre, leur journée commence toujours par un réveil tonique. La séance de sport, un rituel, tout comme le rassemblement et la levée des couleurs. Attention pour les couleurs, envoyez. Suivi de la Marseillaise. Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens. Cette vie de militaire au service des autres, Julien la connaît sur le bout des doigts. À 41 ans, il a déjà 20 ans de métier. Chef de groupe, il se rend sur le terrain pour les interventions les plus graves. En fait, dès que ça dépasse un certain nombre d'engins, nous on va être là pour chapeauter l'intervention et diriger en fait les secours. Et quelques minutes plus tard, justement, la vie d'un homme est peut-être en danger. Qui est inconsciente, 40 ans, fracture ouverte, tibia gauche. Encore un accident de la route. Cette fois, c'est un piéton fauché par un scooter. On part sur un accident de la circulation, 2 roues avec apparemment un blessé grave. Les piétons sont souvent les plus sévèrement touchés. Julien doit arriver au plus vite, mais pas facile de se frayer un chemin. Il est 18 h, l'heure de pointe. Vas-y, laisse pas passer là. Essaye de les faire s'écarter, tu écartes tout. Ça reste en plein milieu. Là, on est en plein dans les retours de travail, donc du coup, comme vous pouvez le voir, on est en plein dans les bouchons. Lorsque Julien arrive sur place, vas-y, fonce. 5 équipages de marins-pompiers sont déjà à pied d'œuvre. Comme très souvent, le piéton est dans un état grave. Là, tu avais inconscient, un masculin 42 ans qui était inconscient, avec fracture ouverte tibia péroné gauche. L'homme d'une quarantaine d'années vient d'être percuté de plein fouet par ce scooter, alors qu'il traversait la rue. Selon les témoins, le choc a été très violent. Tout simplement, le piéton traversait la route entre 2 voitures. Le scooter arrivait au niveau de l'interfile, un peu fort à mon avis. Moi j'ai trouvé que c'était violent. Ouais. Et il a dû faire 10 mètres le piéton. Le scooter a traversé devant ma voiture en fait et elle est tapée contre le mur. Qui est le docteur? Le docteur il est... Le cas est fait pour l'autre. Salut. Ça va? Ouais. Donc TC, perte de connaissance initiale. Ok. Plus on va le porter, fracture ouverte au niveau de la jambe. Ok. Julien organise les secours avec une priorité, évacuer le plus vite possible le piéton vers l'hôpital le plus proche. La victime numéro 1 sera le masculin 42 ans, le piéton, placé en urgence absolue. Et la victime numéro 2 sera le conducteur du 2 roues masculin 21 ans en urgence relative. Il cherche ensuite son identité pour prévenir sa famille, tout en éloignant, comme souvent à Marseille, les curieux qui tentent de s'en mêler. Qui vous êtes vous? Non, vous ne le connaissez pas, vous inquiétez pas. Et il faut aussi gérer les proches. La famille du conducteur du scooter, plus légèrement blessé, vient d'arriver sur place. Est-ce que vous avez une idée sur quel établissement vous allez il va me le dire. Ah, ça c'est le docteur qui va vous tout vous dire, vous inquiétez pas. N'importe comment, vous êtes de la famille? C'est mon fils. C'est votre petit, bon, vous inquiétez pas. Avant de partir, on vous dit, on le transporte, ok? Ça va, merci. Julien les rassure et il s'assure que les 2 blessés partent au plus vite vers les urgences. Le piéton n'a toujours pas repris connaissance, il doit passer un scanner dans les plus brefs délais. Fracture ouverte au niveau de la jambe à gauche et surtout fracture multiple au niveau du massif facial. Donc là il faut qu'on aille rapidement en réa. Il a eu les traitements qu'il faut, il est toujours stable, donc c'est en fonction du bilan scanographique, on pourra savoir exactement ce qu'il a. Excès de vitesse du motard ou imprudence du piéton qui traversait hors des clous, c'est maintenant à la police d'établir les circonstances exactes de l'accident. Mais encore une fois, à Marseille, les 2 roues ont fait de gros dégâts.
tous les jours, toujours des accidents, surtout avec les 2 roues. Dans des grandes villes comme ça, c'est pratique de se déplacer en 2 roues. Et c'est vrai que tous les jours, malheureusement, il y a énormément d'accidents toute la journée, quoi. À Marseille, les accidents de la route représentent près d'une vingtaine d'interventions par jour. 44% d'entre elles impliquent des 2 roues. Mais il y a aussi des interventions beaucoup plus rares et Julien n'imagine pas une seconde ce qui l'attend dans quelques heures. 22 h ce soir-là, il va vivre une situation qu'il n'est pas prêt d'oublier. On part pour une personne retranchée chez elle qui apparemment jette tout par la fenêtre. Donc on a été demandé un renfort. On ne sait pas si elle n'a pas une arme chez elle. Donc on va se mettre à disposition de la police pour sécuriser un peu tout ça. Un forcené retranché chez lui en plein cœur de Marseille. Bon, on est arrivé. Mets-toi là, pas mal là. Sur place, une dizaine de pompiers sont mobilisés. Il y a un gars qui est... Un ou une? 70 ans environ, retranché chez lui, il envoie tout par la fenêtre et tout ça. La porte elle est un peu blindée. Au 4e étage de cet immeuble, un homme barricadé chez lui jette par-dessus son balcon tout ce qui lui tombe sous la main. Vaisselle, bouteille en verre ou manche d'aspirateur. La rue est coupée et sous ses fenêtres, des dizaines d'objets recouvrent la chaussée. Poubelles, coussins, chaises ou même des journaux en feu. Il y a une plaque de cuisson électrique. De temps en temps, il allume, il met le feu à des pages du livre comme il a balancé là. Et il met des trucs dans le micro-ondes aussi. Il doit faire chauffer des trucs, j'en sais rien. La mission de Julien et ses collègues, évacuer la zone et protéger la population. Le forcené pourrait mettre des vies en danger. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'ils mettent le feu à son appartement et que ça se propage aux étages supérieurs. Donc du coup, on a pris des précautions, on a préféré couper le gaz dans son appartement et évacuer l'immeuble complètement pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Mais pas question pour les pompiers de prendre le moindre risque. Manu, tu dis à tes équipes de reculer le plus possible. Je sais pas ce qu'il a, le mec. L'un des collègues de Julien propose une solution pour observer discrètement le forcené. En face, je suis monté au 2e. Il y a une bonne visu dessus. Je l'ai vu le mec dedans. Il a l'air un peu fatigué, il passe dans tous les sens. J'imagine. Mais si tu veux, est-ce que tu veux que je remonte pour voir si on voit de la fumée, s'il y a des flammes ou quelque chose? Ouais, je veux bien. Ouais. Tu veux que je remonte? Ouais. Le forcené semble de plus en plus agité. Dans l'immeuble d'en face, le collègue de Julien est aux premières loges. Ouais, j'ai un visuel sur le monsieur, donc je te confirme, monsieur de 70 ans, qui est complètement nu chez lui. Julien se dit qu'il y a peut-être une solution pour rentrer chez lui malgré sa porte blindée. Utiliser leur grande échelle. Ouais, je vais voir avec la police et éventuellement ce qu'on peut faire, c'est qu'on embarque un équipage de police à l'intérieur et il faudrait pénétrer la police et nous-mêmes. Ouais, reçu. Faire entrer les policiers par le balcon et prendre l'homme par surprise. On a peut-être une solution. Parce que le monsieur il est tout nu à l'intérieur chez lui. Oui. Le collègue il est en face, il le voit bien. Ce qu'on peut faire, on peut mettre un équipage de chez vous dans l'échelle, l'amener et vous passerez par le balcon et histoire de le maîtriser. Là maintenant, on a actionné le raid, il faut attendre le raid. D'accord, donc on fait rien tant qu'il n'y a pas le raid. Voilà. Ça va, pas de souci. La police a déjà prévu une autre solution. Le raid est attendu sur place. Une unité d'élite entraînée aux opérations à risque et le forcené est peut-être armé. Donc nous restons en stand-by et à l'abri en attendant l'intervention du raid. Reçu. Quelques jets de bouteilles plus tard, le raid arrive sur place. Une dizaine d'hommes en tenue de combat, gilets pare-balles et fusils d'assaut. Le temps de faire un rapide repérage des lieux. La colonne progresse vers l'immeuble. Les pompiers vont leur prêter main forte au cas où le forcené mettrait le feu à son appartement. Le responsable du raid, il a demandé qu'on intervienne un peu, qu'on se mette un peu plus à l'intérieur. Donc je vais juste mettre 2 tuyaux sans eau, sans rien, prêt à ouvrir, on monte dans les étages avec eux, juste au cas où. Dans l'immeuble, les hommes du raid grimpent prudemment les 4 étages, suivis par 2 pompiers. Pour notre sécurité, nous sommes priés d'évacuer les lieux. À l'extérieur,
Une autre équipe du raid s'apprête à prendre le forcené à revers en passant par le balcon. 3 hommes embarquent dans la nacelle des pompiers. Pour ne pas être en pleine lumière, ils cassent les ampoules des réverbères à l'aide d'un flashball. Un premier policier met un pied sur le balcon, un taser à la main. Il pénètre dans l'appartement, suivi par l'un de ses collègues. Et quelques secondes plus tard, l'assaut est donné. Le forcené est rapidement menotté. Julien est soulagé. On est plutôt habitué à traiter des incendies ou du secours à personne, du secours routier, mais ça, c'est vrai que c'est pas trop de notre ressort. Donc on est un peu spectateur de ce que font le raid. Bon, après, ça s'est très bien passé. On a mis à disposition notre moyen élévateur et ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est bien fini, quoi. À bord de cette voiture de police, le forcené est conduit au commissariat, laissant derrière lui un impressionnant chantier. Une rue jonchée de détritus. Bon, apparemment, c'est quand même une personne âgée qui a des problèmes psychologiques et de famille. C'est tout ce qu'on a pu savoir. Après, on n'en a pas su plus que ça. L'homme sera pris en charge par une équipe psychiatrique qui devra déterminer s'il était ou non responsable de ses actes. À Marseille, ville parfois violente, les marins-pompiers doivent régulièrement faire face à ces situations tendues. Mais le plus souvent, il s'agit de bagarres ou d'agressions. Quelques heures plus tard, dans ce camion qui traverse la ville sirène hurlante, Julien, jeune pompier de 28 ans et déjà 5 ans d'expérience. Passe par la voie des bus. Il hérite du genre d'intervention qui met les marins-pompiers sous tension. Là, on part pour une victime inconsciente par notion d'agression. Pas plus de précision. Donc on va voir ce qui se passe réellement sur les lieux. Une agression. Julien est sur ses gardes. Lui et ses collègues vont peut-être devoir intervenir dans un contexte tendu. Arrête-toi après les Vélib. Ils arrivent dans cette rue commerçante. Tu prends le sac, s'il te plaît? La victime, un SDF de 27 ans, a le visage en sang. Et il raconte à Julien une histoire étonnante. Bonjour monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fait agresser? Non, j'ai volé et il a eu raison. D'accord, ok. On va s'installer dans le véhicule. La personne qui vous a fait ça, il est parti? Bon. Il explique avoir volé dans un magasin. Les employés l'auraient frappé et mis dehors. Vous commencez le bilan, les gars, tu me fais un point euro. Allez-y, allongez-vous. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Monsieur. Ouais, j'ai tout consommé. Hein. Mais Julien ne va pas en rester là. Il veut savoir si l'altercation a fait d'autres blessés. Qui vous a fait ça? C'était à l'intérieur du magasin ou à l'extérieur? Monsieur, il faut me le dire. De toute façon, la police va arriver sur les lieux. Le SDF refuse de répondre jusqu'à ce qu'il aperçoive un visage à travers la vitre. C'est spécial. Fils de putain. Ah, c'est bon. Restez dedans. Voilà, je suis la responsable du magasin si vous voulez voir ce qui s'est passé. Il voulait se battre avec mon collègue. D'accord. Restez dans le magasin pour l'instant parce que votre vie s'énerve. Selon cette gérante de supérette, c'est le SDF qui se serait montré violent alors que 2 de ses employés cherchaient à le mettre dehors après une tentative de vol. La première fois, on l'a fait sortir. Il est revenu. Ouais. Il a pris ça. Il a commencé à... D'accord. Et l'employé, lui, il a rien eu, il n'y a pas eu de blessés, vous avez rien vu? Ouais. En temps normal, on n'est pas violent comme ça, mais lui... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, c'est pour signaler que vous avez été blessé dans le truc. Je transmets les informations à la police. Que moi aussi, j'en peux plus, je suis comme ça. Allez, ça va aller. Allez, merci. Je vous en prie. C'est maintenant à la police de déterminer les responsabilités de chacun. En attendant, les marins-pompiers doivent gérer le SDF, furieux, ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, il m'a fait quoi? Il m'a fait du mal, du sale. Non, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Moi, je m'en fous, je veux pas m'énerver ou pas. Non, mais là, il faut quelques points de suture, c'est tout. Mais dis pas de suture, c'est grave. Quelques, j'ai pas dit 10. Ça veut dire m'a niqué ma mère. Mais non. Non, cul sa mère. Bilan de cette altercation, une plaie de 4 cm sur l'arcade qui nécessite une hospitalisation. Mettez vos pieds ici, là. Mais lui, c'est un arbitre des fils de pute. À Marseille, Julien et ses collègues ont appris à gérer ces interventions dans un contexte violent.
en veillant à leur sécurité. Les rixes peuvent être soit pieds-poings, soit ils peuvent sortir des couteaux, donc il faut avoir du recul là-dessus pour pas en fait, risquer de mettre en danger le personnel et de nous mettre en danger. Bagarres, accidents, un quotidien à 100 à l'heure pour les hommes du bataillon. Avec en plus une particularité à Marseille, ils interviennent aussi en mer. Ces militaires appartiennent à la Marine nationale. Et sur l'eau aussi, ils sont capables de faire face à tout type de situation. Ces secours nautiques comptent 14 bateaux et 170 hommes répartis dans 6 casernes. Dès qu'il fait beau, avec l'arrivée des touristes, les interventions se multiplient. Notamment dans les calanques, ces zones très difficiles d'accès par la route et dont les vacanciers raffolent. Ce matin-là, à la caserne du port de la Pointe-Rouge, Grégory, 43 ans, prend sa garde de 24 heures. Et il commence par faire l'inventaire d'un matériel de secours très sollicité en ce moment. C'est juste pour tenir une journée, on va dire. Grand max. Ici, Grégory, on l'appelle le patron. C'est l'un des 6 commandants de cette vedette bien connue des Marseillais, la Bonne Mère. C'est une vedette de première classe. Elle est armée par 5 personnes. Elle est motorisée de 2 moteurs de 499 chevaux. On peut faire des missions de sauvetage, c'est l'essentiel de nos missions. Donc elle est armée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Un départ immédiat dans les 5 minutes. Et pour cet équipage, les choses peuvent très vite s'accélérer. Justement, quelques minutes plus tard, Grégory revient au pas de course. Messieurs, on part pour une personne de 16 ans qui s'est blessée au bras suite à un plongeon. D'accord ? Encore une fois, un vacancier s'est blessé dans une calanque. La Bonne Mère est le moyen le plus rapide de lui porter secours. Grégory lance ses moteurs à plein régime, mais alors qu'il fait route, il change brusquement de direction. Le capitaine de ce voilier semble l'appeler à l'aide. Vous êtes en panne de moteur. Là, on part pour un sauvetage au niveau de la calanque de Sugiton. Est-ce que vous arriverez à rentrer, à vous rapprocher du port? Ces plaisanciers ne sont pas en danger et pour Grégory, priorité aux blessés. Ils aimeraient une assistance pour rentrer plus vite. Maintenant, ils ne sont pas pressés, il fait beau, ils ne sont pas en péril. Alors donc la priorité, c'est la vie humaine avant de faire un remorquage. Quelques minutes plus tard, la Bonne Mère arrive sur place. Mais il faut encore localiser la victime au milieu de tous ces touristes. La victime est un masculin à 16 ans qui est dans l'eau au niveau de l'île. Ils sont un groupe de 4 jeunes. Nous avons visuel de la personne dans l'eau. Le jeune homme est repéré, mais impossible d'approcher davantage avec la Bonne Mère. Pas assez de fond. Annexe à l'eau. Voilà pourquoi les marins-pompiers disposent de ce bateau pneumatique. Mis à l'eau en quelques secondes, ils les transportent jusqu'à la victime. Attention. Incapable de nager, le jeune homme est coincé ici depuis près d'1 heure. L'un de ses amis soutient son bras et le moindre mouvement le fait souffrir. Parce qu'après, mon bras, il va se mettre comme ça. Attends, on va te mettre une attelle là tout de suite. Les marins-pompiers doivent immobiliser son bras avant de le transporter. Non. Attends, je peux pas me faire ça. Attends. Là, t'as pas mal au coude. Non, j'ai pas mal au coude, mais attends, Ismaël, lâche pas. Il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Regarde, tu prends en dessous de la telle. Vas-y, là, tu prends-le en dessous. Regarde. Voilà, tu tiens comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Regarde, tiens là comme tout à l'heure et tu mets les fesses. Le jeune homme est ensuite embarqué sur la Bonne Mère. Direction l'hôpital pour passer des radios. À l'intérieur, tout doucement. Bouge les doigts. J'arrive à tous les bouger. Pour lui, les vacances se terminent mal. Et voilà la cause de sa fracture du bras. Manger. J'avais quelqu'un en bas, je les ai pas vus. C'était à m'appeler. Je les ai pas vus, je me suis cassé mon bras. T'es inquiet pour la suite des vacances? Ouais. Ça me cachait. Le plongeur en apnée, lui, s'en est sorti indemne. Grégory le sait, cette année encore, il n'a pas fini d'intervenir dans ces calanques. C'est un secteur assez favorable à cette activité. Ils sautent des rochers, il y a beaucoup de jeunes qui viennent plonger.
Et on fait beaucoup de traumas au niveau, des fois du rachis, des épaules. Mais pour le patron de la Bonne Mère, le retour au port n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, il reçoit un appel de détresse. Cette fois, c'est un malaise. Là aussi, impossible d'évacuer la victime par la route et elle est particulièrement vulnérable. On est correct, on passe devant, donc on va mettre l'annexe à l'eau et envoyer une équipe à terre. Allez, c'est parti. La victime est une femme enceinte d'une vingtaine d'années. D'autres marins-pompiers l'ont déjà rejoint à pied, mais l'ambulance est trop loin pour la transporter. Et il faut l'examiner rapidement, elle se plaint du dos. Comment elle est la femme enceinte? En fait, c'est une femme enceinte qui a fait un malaise et en fait qui a touché les rochers avec son dos, du coup douleur au dos. Je pouvais te proposer, une fois qu'elle est sur l'annexe, que l'ambulance la récupère à la plage de la Maronnaise. Ouais, on évite un transfert comme ça, ce sera plus rapide. Ouais, bonne idée Greg, on va faire comme ça. Encore une fois, par la mer, les marins-pompiers gagnent un temps précieux. Ne vous inquiétez pas madame, on va y aller doucement. Est-ce que ça là, ça vous fait mal ou pas? Ça va là? Donc là, on a décidé de transporter donc, la victime par l'annexe, de l'amener juste derrière. Il y a une petite plage qui s'appelle la plage de la Maronnaise en fait, et qui va être récupérée par l'ambulance. Une embarcation avec une victime va venir. S'il vous plaît, libérez la place. Grâce à ce transfert en bateau, la femme enceinte sera transportée rapidement vers l'hôpital le plus proche. Comme très souvent, les marins-pompiers de la Bonne Mère ont été sollicités 3 fois en 2 heures. 1, 2, 3. Après avoir secouru cette femme enceinte, ils rentrent au port où le jeune homme au bras cassé est à son tour pris en charge. Et là, tu fais attention, doucement. Pour le bataillon, le secours aux personnes représente plus de 250 interventions par jour. Les marins-pompiers veillent sur les Marseillais et ça ne date pas d'hier. Ce jour-là, près du Vieux-Port, une opération d'envergure se met en place. Dépose en hélicoptère, maître chien ou bateau-pompe. Les marins-pompiers montrent de quoi ils sont capables. Il faut dire qu'ils célèbrent un jour important, les 80 ans du bataillon, sous les applaudissements d'une foule admirative. Ça fait 2 ans que les pompiers, c'est tout pour elle. Elle nous fait acheter tous les Playmobil. À chaque fois qu'il y a des portes ouvertes, on vient. C'est une passion pour mon fils, donc voilà, on est là, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait rêver. On se rend compte de tout ce qu'ils font pour nous. Le bataillon a été créé en 1939 après le terrible incendie d'un grand magasin en centre-ville qui a fait 73 morts. Aujourd'hui, les enfants s'offrent des sensations fortes. Et parmi ces marins-pompiers qui assurent le spectacle, Alex, 32 ans. Tu vas faire laquelle, toi, la grande? Tu vas faire la grande? Ou la petite? Je sais pas, moi. La grande, t'as une meilleure vue? Ouais, la grande. Allez. Ça va, ça marche. Ce qui est bien, c'est qu'on a un autre contact avec la population. D'habitude, les gens, s'ils sont dans le besoin, on est toujours dans la misère. Tandis que là, c'est plus le côté plaisir, le partage du métier avec les gens, c'est différent. Alex fait partie du bataillon depuis 12 ans. Et plus précisément, du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux des spécialistes des sauvetages difficiles. Pour lui, cette journée, c'est aussi l'occasion de transmettre sa passion. Comme tout le monde tout petit, je pense que j'avais le désir d'être pompier, mais ça s'est vraiment développé à l'âge de 8 ans. Et là, ils sont aux anges, hein, pour la plupart, et ils sont tous passionnés du métier de pompier, la police, ce genre de choses. Et là, c'est un peu partagé avec eux le cœur du métier. Chaque jour, ces hommes prennent des risques pour protéger la population. Et pour Alex, dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Ce soir-là, à la caserne Saint-Pierre, une alerte tombe. Le Mistral a soufflé très fort toute la journée et il a fait des dégâts. Alors, du coup, on part faire une reconnaissance. Apparemment, une antenne qui menace de tomber au 2e étage. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Une antenne peut peser plusieurs kilos.
Si elle atterrit sur un passant, c'est le drame assuré. Numéro 105. Ce sera presque au bout à gauche. Depuis la rue, le danger est bien visible. C'est là, je la vois. C'est quoi, tu restes à l'entrée de la rue, comme ça on ferme la rue là. Après s'être assuré qu'aucun passant ne s'aventurera devant l'immeuble, Alex cherche un moyen de monter sur le toit. Bonjour madame. C'est vous qui nous avez appelé? C'est pour la peine, en fait, il y a quelqu'un qui m'a sonné et qui m'a dit ouais, ça va tomber, ça va tuer quelqu'un. Et du coup, moi j'ai fait quoi. Vous savez si vous avez des voisins au dernier étage? Ouais. Souvent, les appartements du dernier étage permettent d'accéder au toit. Excusez-moi de vous déranger. Juste sur le bâtiment d'à côté, il y a une antenne qui menace de tomber. Ok. Est-ce que de chez vous, on pourra accéder sur le toit? Alors, on peut par les combles. Ici, j'ai la clé. Sinon, par le balcon. Hop. Ah ouais, non. Le balcon, faut être motivé quand même. Mais... Ouais, non, c'est pas possible. C'est un peu dangereux, quoi. Ah, pour moi, c'est une antenne qui est juste là, qui penche un peu. Pas d'accès depuis ce balcon, reste la deuxième solution. Par les combles, pour vous, là, on peut y aller là-bas. Oui, bien sûr. Alex va devoir passer par les combles. Et il sait qu'il doit se montrer prudent. Dans les vieux immeubles de Marseille, les planchers sont parfois fragiles. Allez, on va tous monter là. Et on va monter là-haut. Voilà. Fais gaffe, par contre, quand tu marches sur les planchers, privilégie les poutres parce que des fois, le plancher, ils sont pourris. On est dans des vieux bâtiments de Marseille. Et en fait, souvent, là, que ce soit les planchers, les poutres, les tuiles, elles sont très fatiguées et usées par le temps. Et en fait, le risque, c'est qu'on passe à travers, qu'on se blesse ou voire pire. Regarde, le but de la mission, là, ça sera juste de voir si elle tient ou pas. Enfin, on nous donne forcer dessus. Si elle tient, on la laisse comme ça. Et si elle tient pas, on voit pour la démonter. Prudemment, les marins-pompiers passent par cette lucarne pour accéder au toit à une quinzaine de mètres de hauteur. C'est un collègue d'Alex qui part en éclaireur pour inspecter l'antenne située de l'autre côté de cette cheminée. Un peu de mou. Faut du mou. Faut que tu dises que de partout, tu marches sur des œufs. Elle est attachée avec cette grande sangle qui fait tout le tour. Et en fait, c'est le système de fixation dans le béton qui a bougé en fait. Ah, mais je l'enlèverai pas. L'antenne risque bien de tomber. Mais pour l'atteindre, il faut contourner la cheminée et s'approcher dangereusement du vide. Vas-y, ouais, je vais aller. Alex prend les choses en main. Le Grimpe, groupe d'intervention en milieu périlleux auquel il appartient, est rompu à ce type de manœuvre. Il passe devant la cheminée, au bord du vide, et redresse l'antenne. Ensuite, un peu d'escalade, et il arrache le dernier lien qui l'empêchait de tomber. Il n'a plus qu'à refaire le tour pour la récupérer. Je vais essayer de me l'envoyer. En fait, au moment où j'ai un peu gonzaillé, il y a la sangle qui a cassé. Comme souvent, Alex a pris des risques, mais pas question de laisser ce danger planer au-dessus des passants. On a un peu galéré pour décrocher une antenne, alors que bon, peut-être qu'elle aurait tenu, on ne sait pas. Bon, après, malheureusement, le métier, il n'y a pas de place pour le doute, et c'est pour ça qu'on a décroché. Des hommes prêts à affronter le danger, mais qui sont aussi capables de la plus grande minutie, lorsqu'il s'agit par exemple de manipuler un blessé. Souvent les premiers sur place, les marins-pompiers doivent chaque jour gérer seuls des victimes en détresse. Et leur porter secours est parfois un vrai casse-tête. Ce jour-là, alors que certains déjeunent ou soufflent un peu entre deux interventions, tiens, allez, pour 8 d'entrée. Laurent, ce chef de groupe de 42 ans et 23 ans de métier, prépare un exercice pour ses hommes. Il recherche une zone appropriée. Celle-là, elle est intéressante. Parce qu'en plus, il y a eu un feu potent. Mais comme souvent chez les marins-pompiers, sa réunion va s'achever plus vite que prévu. On va où, patron, dites-moi? Avenue des Cailloles. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? C'est sûr? Ouais, c'est bon. Allez. Ce jour-là, il va hériter d'un cas particulièrement compliqué. Là, en fait, on part pour un accident de circulation VL seul, avec a priori une VL qui serait sur le côté, avec une personne à l'intérieur qui serait incarcérée mais consciente. Une victime coincée dans sa voiture. Tu rentres là. L'accident a eu lieu en pleine ville. Laurent arrive rapidement sur place et voilà ce qu'il découvre. Salut Brice, ça va? Une voiturette sans permis
qui s'est renversée à la sortie de ce virage après un tête-à-queue. La conductrice d'une trentaine d'années est incapable d'en sortir. Madame, ça va? Elle a mal au dos et ça a mal au dos. Elle se plaint de douleurs dans le dos et le cou. Elle doit bouger le moins possible. Si la colonne vertébrale est touchée, elle risque la paralysie. Alors comment la sortir de là? Il a une complication, c'est que la banquette elle est pas rabattable. Ouais. Impossible de baisser les sièges et pas question de remettre la voiturette sur ses roues, trop violent. En attendant de trouver une solution, Laurent gère une première urgence. Faites gaffe de ne pas trop bouger la voiture, essayez de la caler rapidement. La voiture est sur le côté, c'est une voiture qui est très légère. Donc la première des choses à faire, c'est stabiliser la voiture pour pas qu'elle rebascule d'un sens ou un autre. À l'aide de ces vérins, les marins-pompiers stabilisent le véhicule. Et pour savoir comment libérer sa passagère, Laurent veut consulter une précieuse base de données. Tu l'as pas sur la tablette? Celle-là, je vais essayer de voir si elle sort. Ok. Pour chaque véhicule, les marins-pompiers disposent d'une fiche technique. Ils savent ainsi comment le découper sans blesser les passagers. Mais cette fois, problème. C'est quoi, c'est une Exam? Ouais. T'as rien? Aucune fiche pour cette voiturette. Un collègue de Laurent avance une solution. La technique, on dégarnit jusqu'à dégarnir. Ouais. Je commence à faire premier point de coupe. Ouais. On va la recouvrir, la personne pour sécuriser. Voilà. Il s'apprête à découper le toit. Mais en y regardant de plus près... Et par contre, là, je vais regarder ce qu'il y a pas mal de verre. La victime pourrait être blessée par des éclats de verre. Alors Laurent opte pour une autre méthode. Si c'est plus simple par là, donc on sort par là. Ok? C'est jouable, on la sort par là. Passer par le coffre. Les gars, venez voir 2 secondes. Si on arrive à couper la banquette à l'arrière et qu'on arrive à extraire la dame facilement, sans douleur, par l'arrière, on l'extrait. Maintenant, si c'est compliqué ou quoi que ce soit, on sera obligé de couper le toit. À l'aide de cette pince mécanique, les pompiers s'attaquent à la structure des sièges. De son côté, Laurent, lui, prend le temps de rassurer le mari de la victime, qui vient d'arriver sur place. Il y a beaucoup de monde et tout, mais vous inquiétez pas, c'est pas... la dame va bien, quoi, hein. On l'a pris en charge, la dame va bien, mais on va quand même prendre toutes les précautions, évidemment, pour votre femme. Quand on entend que la voiture a fait un tonneau, donc de suite on pense au pire. Je suis venu le plus vite possible et c'est quand même... c'est choquant, quoi. Les marins-pompiers parviennent rapidement à déplacer l'un des sièges sur le côté. Il a réussi? Ah bah nickel. Essaye de baisser lui là. La voie est dégagée. Nickel. Mais rien n'est encore gagné. Il faut maintenant extraire la jeune femme en prenant le plus grand soin de son dos. Madame, je vous laisse faire. Moi, je vous retiens pour pas que vous chutiez. Mais délicatement, si vous pouvez vous accompagner sur le dos. Lâchez-vous, lâchez-vous. Allez-y, tournez sur le dos, moi je vous retiens. Le plus délicatement possible, les marins-pompiers glissent la victime sur la civière. Ça va, madame? Tenez-vous à moi. Et là, on est presque passé. Allez-y, tout doucement, à votre rythme, et vous pouvez vous appuyer sur moi. Allez, c'est bientôt fini, madame. Accrochez-vous. Voilà, parfait. Elle est enfin délivrée. Et comme toujours, les marins-pompiers ne veulent prendre aucun risque pendant le trajet jusqu'à l'hôpital. Bon, là, on vous a mis dans un matelas qui vous resserre, exprès pour que vous puissiez plus vous lever, d'accord, pendant le transport. Une fois sécurisée, Laurent confie la jeune femme à une équipe du SAMU. Ça va, madame? Le dos, ça va? Le doc, il va vous examiner. Alors pourquoi a-t-elle perdu le contrôle de sa voiturette? Elle vient de l'expliquer à son mari. C'est à cause de l'huile, en fait. C'est à cause de l'huile par terre. Et du coup, en tournant, vous freinez ou glissez. Donc voilà, je sais pas. Une traînée d'huile qui lui vaut une hospitalisation et toute une batterie d'examens. Allez, merci en tout cas, les gars. Mais bilan de cet accident de voiturette, aucune fracture, seulement quelques bleus. La dame, au vu de l'état de sa voiture, elle s'en sort bien. Ouais. Pour les marins-pompiers, pas question de prendre le moindre risque lorsqu'une vie est en danger. Et il arrive parfois qu'ils soient un peu démunis lorsqu'il faut par exemple secourir quelqu'un, malgré lui. Sauver des vies, la plupart de ces hommes se sont engagés pour ça. Mais pas facile de remplir cette mission lorsque les victimes sont plongées dans une profonde détresse psychologique. Ça
merci. C'est la terrible expérience que Paul, ce quartier-maître de 30 ans, va vivre ce soir-là. Un peu avant 22 h, il part en urgence sans vraiment savoir ce qui l'attend. C'est une victime à domicile, un masculin de 22 ans. Alors on n'a pas plus d'informations, on se verra sur place ce qui se passe. Ils arrivent en quelques minutes dans un quartier populaire de Marseille. Ah, c'est là où il y a la requérante et il y a la dame devant. Où les attend une mère de famille angoissée. Bonsoir. Pour le sac. Ça fait 2 jours qu'il me fait des tentatives de suicide. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ben, en fait, déception amoureuse. Son fils a tenté de mettre fin à ses jours. Bonjour monsieur, c'est les pompiers. En absorbant tous les médicaments qu'il avait sous la main. Voilà, c'est tout ce qu'il a pris. D'accord. Toutes les boîtes étaient pleines à la base? Ils étaient pleines. D'accord. Il aurait avalé une dizaine de boîtes. Sa vie est menacée. Paul tente d'en savoir plus. Ça va? Qu'est-ce qui se passe là du coup? Vous avez pris des médicaments, c'est ça? Avec les médicaments, vous avez pris autre chose? Sûr? Monsieur, toutes les boîtes qui sont là, vous avez pris tous ces médicaments-là? Toutes les plaques étaient pleines à la base? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a vomi, madame? Non. Il les a pris à quelle heure, tous ces médicaments? Bah là, le temps que je monte. Le jeune homme est déjà somnolent. Selon sa mère, il tente régulièrement de mettre fin à ses jours. Il est suivi. Et il y a 2 jours de ça, il était hospitalisé à rapport à la prise de médicaments qu'il avait pris. Il avait pris 29 Valium. 29 Valium, et c'était quand ça? C'était dans la nuit de vendredi à samedi. D'accord. Comme problème de santé, qu'est-ce qu'il présente, votre fils? Une grosse dépression et des envies suicidaires. Dépression, d'accord. C'est pas ni le premier ni le deuxième, c'est au moins le 7e qui me fait comme ça. Est-ce que vous avez mal quelque part? Mal au cœur. Vous avez mal au cœur. D'accord. C'est l'envie de vomir? Non, ça fait chaud. D'accord. À quel niveau? Montrez-moi avec la main, s'il vous plaît. D'accord. Ça vous fait une sensation de brûlure, c'est ça? Oui. Les médicaments commencent à faire leur effet. Paul tente de faire au plus vite le décompte précis de ce qu'il a absorbé avant de prévenir les urgences. Tiens, tu m'aides à compter le nombre de médicaments. Ça, c'est fait. Il faut faire tout le reste. Compter le nombre de médicaments qu'il aurait pu prendre. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, bonjour. En fait, c'est un monsieur de 22 ans qui a pris beaucoup de médicaments. Donc, je vous fais la liste. Oui. Alors, 14 comprimés de Zopiclone. 29 Valium et du Terralène. Et du Terralène, mais le nombre de comprimés, vous saviez? Une plaquette entière. Une plaquette entière de Terralène. Tu le mets en PLS, tu continues à bien le stimuler. D'accord. Allez, c'est parti sur la Timone. Au cieux. Merci, au revoir. Mais le plus désarmant pour les marins-pompiers, c'est que le jeune homme, lui, ne semble pas vraiment décidé à se battre pour rester en vie. Ça m'en fout de ta vie en fait. Ouais, c'est bien. Crever tous les yeux ouverts, ça me fait pas chier. Ouais, t'as raison, mon fils. Bien sûr. T'as raison. Ça fait mal au cœur, mais je dirais rien. Parce que je sais que quand t'es jeune, t'es bien. Mais pas question de baisser les bras. Paul et ses collègues comptent bien le tirer d'affaire. Et pour ça, il faut l'empêcher de dormir. On va se redresser, sinon vous allez vous endormir. Allez, faut faire un petit effort. Je sais que c'est compliqué, mais il faut garder les yeux ouverts, faut pas s'endormir pour l'instant, d'accord? Allez. Asseyez-vous bien au fond. Non, c'est bon, j'ai pas les pieds. Ici, merci. De plus en plus hagard, le jeune homme ne se rend plus compte de rien. Il est transporté jusqu'à l'ambulance. On l'allonge, on le met en PLS. Prépare l'aspi au cas où, Anto, s'il vomit ou autre. Tu vérifieras bien la conscience durant le trajet. Le nombre de médicaments relevés, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée quantité. Faut pas tarder à aller à l'hôpital pour qu'il puisse avoir les soins le plus rapidement possible. Mais pas facile pour Paul et ses collègues de le maintenir éveillé. Allez. Allez, monsieur. Allez, ouvrez les yeux, là. Allez. Encore. Allez. Allez, ouvrez les yeux. Allez, il faut faire un effort maintenant. On est obligé de te stimuler là. Ça marche? Allez, voilà, réveille-toi. Secourir une victime qui ne veut pas de leur aide, le genre d'intervention qui laisse les marins-pompiers un peu démunis.
On ne va pas dire que c'est courant, mais ça arrive qu'on fasse des interventions comme ça où les gens justement veulent mettre fin à leur jour. Donc après, pour diverses raisons, là malheureusement, on ne peut pas avoir la main dessus. Malheureusement, on ne peut rien faire pour ça. Nous, en tant que pompiers, on peut être juste là pour les aider. Et après, c'est plus notre ressort, c'est le ressort de médecin. Le jeune homme sera suivi par une unité psychiatrique. En France, 10 000 personnes ont mis fin à leur jour l'an dernier. Et à chaque fois qu'une vie est menacée, les marins-pompiers sont capables d'engager 24 heures sur 24 des moyens impressionnants. Ce soir-là, au port de la Pointe-Rouge, ils auront à peine le temps de fermer l'œil. 22h30, une alerte tombe. À la manœuvre, François, 38 ans, 14 ans de service. On part pour une personne qui est partie randonner depuis 16 heures, seule, du côté d'une plage, sur le Frioul, et qui n'a pas donné de nouvelles. Là, il est quelle heure? Il est 22h30. Un homme d'une soixantaine d'années, porté disparu depuis près de 7 heures sur une île au large de Marseille. Dans ce genre de cas, le bataillon déploie les grands moyens. 2 équipes du Grimpe, s'il faut aller le chercher dans les rochers, et 2 maîtres chiens pour flairer sa trace. Là, tu as une équipe cynotechnique, la vedette, 2 équipes du Grimpe et l'hélico de la sécurité civile avec un mec de nous à bord. 4 policiers embarquent eux aussi sur la bonne mer, 13 personnes au total. Et ces sauveteurs sont inquiets car ces derniers jours, Marseille souffre de la canicule. Ils ont fait ça toute la journée, là. Ils ont fait des mecs qui ont fait des malaises. Il faut le mec avec la chaleur, il ouais, est parti randonner avec un malaise. Avec plus de 40 degrés dans la journée, le risque d'insolation ou de malaise est très élevé. S'il y a quoi que ce soit pendant le trajet, il y a mon personnel qui est là, vous leur demandez, ils sont à votre disposition. Après 10 minutes de navigation, la vedette accoste sur l'île du Frioul, où l'homme a disparu. Il y a l'hélico qui arrive dans 15 minutes. Les équipes du Grimpe partent à pied fouiller ces 200 hectares, pendant que François et ses hommes vont longer les 30 km de côte. L'île est grande, il y a de quoi le rater, donc on va être attentif. Les marins-pompiers en savent maintenant un peu plus sur le disparu. C'est un touriste québécois venu visiter l'île avec sa femme et sa fille. Parti seul en balade, il n'est jamais revenu. Les marins-pompiers éclairent la côte avec leurs puissantes torches, guettant le moindre mouvement. Tu vois, par rapport à la bouée? tu vois pas le... C'est un phare, non? Il clignote là-bas? Ouais. Oui, c'est un phare. 1 heure de recherche, sans résultat. Et déjà la moitié de l'île inspectée de fond en comble. Nous avons fait donc tout le trait de côte sud. Nous attaquons donc la face nord du Frioul. Ni le Grimpe, ni les chiens, ni même l'hélicoptère ne détectent la moindre présence sur l'île. Et François ne va pas tarder à comprendre pourquoi. Les opérations de recherche sont annulées. A priori, le mec il est sur le continent, donc vous engagez pas trop loin. A priori, il a répondu, il n'y a plus de batterie. L'homme serait retourné depuis bien longtemps sur le continent. Et faute de portable, il ne pouvait pas prévenir sa famille. Beaucoup d'énergie pour rien. Apparemment sur le continent, il n'avait plus de batterie et voilà. Aux dernières nouvelles, en fait, on aurait retrouvé la personne. Elle est apparemment sur le continent. Donc, son téléphone n'avait plus de batterie, la femme n'arrivait plus à le joindre. Et donc là, il va y avoir une levée de doute par l'équipage de police qui se rend sur place. Et pour notre part, on va aller récupérer donc tout le dispositif amené sur le Frioul. Pour les marins-pompiers, à chaque alerte, pas le choix, ce sont d'énormes moyens qui sont déployés. L'histoire se termine bien, mais la femme et la fille du disparu retrouvé sont furieuses. C'est terrible que ce soit tout déplacé comme ça. Je suis heureuse qu'il soit en sain et sauf, là, mais je vais l'achever. Ce soir, plus de peur que de mal. François respire. Ce genre d'alerte peut se terminer en drame. On a une suspicion de personne de 60 ans qui est partie de canicule, avec de faibles moyens, pas d'eau, très peu d'eau. On a une obligation de moyens. On a mis en place tous les moyens nécessaires. À Marseille, les marins-pompiers font face chaque jour à une dizaine de fausses alertes.
Et pourtant, leur quotidien est déjà bien chargé. L'an dernier, ils ont effectué 128 000 interventions, 6 de plus que l'année précédente.